être responsables. Ce ne sont pas les ostriculteurs au départ d'ailleurs qui sont responsables de cette fermeture. C'est une pollution du milieu marin, donc ce n'est pas de leur fait. Il y a un responsable à ce jour, c'est le gestionnaire des réseaux d'eau, entre autres le CIBA sur le bassin d'Arcachon. Bonjour à tous, aujourd'hui j'interviens en tant que membre de l'association de défense des eaux du bassin d'Arcachon et je dois remercier Atlantique TV de nous donner la parole et de donner la parole à cette petite association et à son président Thierry Lafont. Thierry, est-ce que tu voudrais bien expliquer ce qu'est l'ADEBA, cette association de défense des eaux du bassin d'Arcachon? L'ADEBA est une association, je dirais une vieille association, parce qu'elle a été créée en 1964 par les ostriculteurs, à l'époque où le bassin subissait, on va dire, l'agression des pollutions de la cellulose du pain, de la papeterie qui est au fond du bassin. L'objet de l'association, c'est mettre tous les moyens légaux en œuvre pour protéger la qualité des eaux du bassin d'Arcachon. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous trouvons sous les feux de la rampe pour avoir fait ni plus ni moins que notre job, c'est-à-dire porter plainte pour dénoncer une pollution du bassin d'Arcachon aux conséquences que l'on connaît. Alors Thierry, est-ce que tu pourrais un petit peu développer depuis le début, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, ce qu'il y a eu, les faits, les derniers faits et ce pourquoi nous œuvrons en ce moment? Le 27 décembre a été pris un arrêté préfectoral pour interdire la consommation des huîtres du bassin d'Arcachon suite à une contamination par norovirus. Donc ça mérite une explication. D'abord, qu'est-ce qu'une contamination norovirus? Le norovirus, c'est ni plus ni moins que le virus de la gastro-entérite. C'est un virus humain. Donc si le milieu marin est contaminé, c'est clairement qu'il y a eu... La source, c'est que des déjections humaines se sont retrouvées en quantité dans le milieu naturel. Il se trouve que l'on a été informé et témoin de rejets massifs d'eau usée dans le milieu naturel. Le premier point sur lequel on a été alerté était au niveau du bassin de Titoune, qui se trouve à Lanton. C'est un bassin de rétention qui est sur le circuit des eaux usées. C'est un bassin qui reçoit ce qu'on appelle des eaux brutes, c'est-à-dire directement ce qui part à l'égout. Et suite à un problème d'envahissement du réseau d'assainissement par les eaux pluviales, les eaux usées n'ont pas pu être gérées correctement et ce bassin, entre autres, a débordé abondamment. Ça a inondé la forêt, ça a coulé dans un ruisseau qui va directement dans le bassin et contaminer les eaux du bassin. Merci Sophie de bien vouloir nous recevoir. Donc je précise, Sophie Panonacle, vous êtes députée du bassin d'Arcachon et en même temps vous êtes présidente du bureau de la commission mer et littoral, c'est ça? Du Conseil national de la mer et des littoraux, voilà. Effectivement, tout à fait. Et présidente du Comité national du trait de côte aussi. Oui, c'est vrai. Et je voudrais vous montrer quelques images et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est la pollution des eaux du bassin. La crise que l'on vit aujourd'hui, qui est mise en évidence à cause d'une crise sanitaire qui a amené l'interdiction de consommation des huîtres à une période critique pour l'activité, la politique avec une approche purement technocratique de l'infiltration à la parcelle, parce que c'est mieux, ça recharge les nappes et puis comme ça on ne voit plus rien, alors qu'on a déjà les pieds dans l'eau. C'est le cumul de ces choses-là qui font que l'on est dans une situation de crise. Je vous ai montré ces images. Je sais que vous êtes amoureuse de notre bassin. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Dites-moi ce que vous en pensez. Beaucoup d'émotions. Je crois que ça a vraiment ému
l'ensemble des habitants du bassin d'Arcachon. Cet épisode tragique, on va dire. D'abord, les premiers touchés, les consommateurs, qui après ont eu quand même les fêtes un peu gâchées par la gastro en raison du norovirus dans les huîtres. Ça, c'est le premier problème. Puis deuxième problème, gravissime aussi pour nos ostréiculteurs, impactés moralement quand même, parce que c'était dur de traverser cette crise, surtout que ce n'était pas la première. Et puis financièrement, puisqu'ils se sont trouvés contraints d'arrêter la vente et de leurs coquillages, les huîtres, pas que les huîtres, on a eu les palourdes aussi. Voilà. Donc difficile, ça leur fait de mémoire une perte de 5 millions de marge, ce qui est énorme. Surtout que la cause de cette interruption de vente, on la connaît, elle est partie tout à fait identifiée, c'est les débordements qui ont lieu suite aux pluies, débordements des réseaux qui ont entraîné effectivement au rejet d'eau usée dans le bassin et qui ont créé ce développement de ce norovirus et qui ont intoxiqué les huîtres. Ce que je regrette, c'est que c'est pas la première fois. On a eu en 2020, on a eu en 2021, donc c'est pas un problème que l'on découvre. Et je pense qu'on aurait sans doute pu y apporter des solutions plus rapides et mettre en place des travaux conséquents déjà depuis quelques années. Voilà, aujourd'hui, il faut payer l'addition. Surtout que ça risque d'être récurrent avec le changement climatique qui annonce notamment des épisodes pluvieux très très forts, bien sûr. Beaucoup plus réduits mais très très forts, donc des débordements qui vont se reproduire. Je ne dis pas tous les ans, mais très, très fréquemment. Mais on ne sait pas aujourd'hui, vous avez raison, c'est pas la première fois et ça ne fera que s'amplifier dans tous les cas à des différentes vitesses, à différents moments. Ça peut être l'hiver, ça pourrait être l'été. Imaginez en pleine saison touristique, ça va être aussi sympathique et on n'est pas à l'abri de forts orages. Donc on connaît le sujet, maintenant il faut le traiter. Il faut dans un premier temps augmenter la vitesse, le volume, on va dire, et la vitesse des travaux sur nos réseaux d'assainissement. Le CIBA a compétence. Il a donc la responsabilité de mettre en place ces travaux avec un accompagnement financier de l'État si besoin, si le coût effectivement à supporter est supérieur à celui que le CIBA peut financer. On peut aller chercher des financements auprès de l'État et ça, il n'y a aucun souci. Je m'y engage, il suffit juste de me le demander. C'est pas un problème. Et puis l'accompagnement également des ostréiculteurs. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Le ministre de l'Agriculture s'est positionné il y a quelques jours suite à une question au gouvernement de notre sénatrice en disant pollueur-payeur. C'est-à-dire que l'État peut accompagner financièrement pour les travaux, mais l'État apportera des soutiens financiers aux ostréiculteurs et le ministre s'est engagé, report de charges, exonération fiscale ou d'autres, classiques, les aides classiques, mais aujourd'hui... Pas forcément d'indemnisation. L'État n'est pas responsable de la situation, on ne peut pas tout demander à l'État tout le temps, donc comment se positionner? Moi j'ai simplement dit, CIBA a la compétence égale responsabilité, je n'ai parlé que de ça. Les maires se sont offusqués de ce que j'ai pu écrire. Je le regrette, je n'ai pas parlé de culpabilité. Pour ça, il y a des procédures en cours. Donc, les magistrats sauront nous dire qui est coupable. Certaines associations, notamment je crois c'est la CEBA, a porté plainte pour écocide dans la mesure où... apparemment, volontairement, des eaux usées ont été déversées dans la nature. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution? Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas, il y a des procédures et je porterai pas de jugement sur ces procédures. Je crois qu'il faut laisser faire. Il y a des enquêtes en cours. Je sais que la gendarmerie sur le bassin a été mandatée aussi pour aller faire un certain nombre de vérifications. Laissons ces vérifications qui sont en cours aboutir et ensuite les magistrats. Mais dans tous les cas, il y a une situation extrêmement délicate, extrêmement angoissante, on va dire, pour la population, bien évidemment, et on ne peut pas laisser un territoire comme ça se dire la prochaine pluie, il y aura encore des pollutions. Non, mais c'est pas possible, tout est impacté. C'est un sujet de santé publique. C'est quand même pas rien de se faire intoxiquer par un norovirus, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc il y a un sujet de santé publique, il y a un sujet de protection de l'environnement, on a une biodiversité aujourd'hui qui est à préserver, c'est pas de cette manière qu'on va. Et puis on a un problème, et j'ai lancé un groupe de travail au sein du Comité national de la mer et des littoraux sur la qualité des eaux en général.
parce que ces pollutions, ça impacte la qualité des eaux, ça impacte la qualité des eaux pour nos coquillages, pour la santé de nos coquillages, pour la santé de la biodiversité marine, et puis pour la santé humaine. Hein, l'eau des baignades, on approche le printemps avec la saison des baignades. On peut imaginer se baigner dans des eaux, sont-elles de qualité ? Donc nous allons mettre en place ce travail au sein du Conseil national de la mer littoraux, mettre en place un certain nombre d'auditions. J'ai l'ensemble des territoires qui sont représentés au sein de ce groupe de travail, avec également des chercheurs, avec des syndicats. Donc on va mener des auditions et faire un certain nombre de propositions pour, à terme, le plus rapidement possible, avoir cette expertise et faire des propositions pour améliorer, garantir la qualité des eaux, de nos eaux au niveau national. Certains pointent aussi l'imperméabilisation des sols qui est croissante autour du bassin. Est-ce que vous avez quelque chose à... Oui, c'est un sujet qu'on a pris en compte, nous, au niveau parlementaire, législatif, avec en 2023 la loi ZAN, qui vraiment vise à renforcer l'accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols. Je crois que c'est important. On est aujourd'hui sur un aménagement du territoire qui doit prendre en compte cette désartificialisation, parce qu'on sait que plus on artificialise, plus on bitume, moins l'eau pénètre, s'infiltre, voilà, et plus elle coule, chez nous dans le bassin entre autres. Donc important d'arriver à désartificialiser. C'est pas simple à dire. Après, il y a juste une difficulté pour les élus locaux, et c'est pourquoi cette loi a été faite aussi, les accompagner dans la création de logements, parce que on désartificialise, mais on doit aussi créer du logement à l'année, du logement pour les familles. Donc comment on arrive à concilier les deux, c'est toujours un problème d'équilibre. Donc on est là pour accompagner cette transition vers du logement pérenne et de la désimperméabilisation, désartificialisation, sujet très important. Et pas plus tard que la semaine dernière, en commission développement durable et aménagement du territoire, j'ai des collègues qui nous ont fait voter une mission d'information sur l'adaptation des politiques de l'eau face au changement climatique. C'était extrêmement intéressant et c'est tout à fait d'actualité. Et j'ai retenu 2 propositions que je vais vous citer qui me semblent pertinentes. Il y en a un grand nombre et je mettrai, d'ailleurs le rapport est public sur le site de l'Assemblée. La première, c'est intégrer dans tous les documents d'urbanisme l'obligation de définir un coefficient d'imperméabilisation à l'échelle de la commune. Ça, je pense que ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça nous éviterait sans doute quelques dérapages. Et deuxième proposition, c'est prévoir un accompagnement financier par l'État des collectivités qui entreprennent justement l'inverse des travaux de désimperméabilisation et de déconnexion des eaux pluviales du réseau. Donc, je n'en cite 2 parce que je crois qu'il y a presque 80 propositions, mais voyez 2 qui sont quand même, qui illustrent ce que l'on pourrait mettre en place au niveau des communes avec des accompagnements, bien évidemment. Il ne s'agit pas de laisser les communes toutes seules, mais on est dans cette bonne direction que la nature puisse reprendre un peu respirer en ville. Et quand on parle de vraiment revégétaliser, désartificialiser, c'est important. Ça fait partie de notre adaptation et des stratégies d'adaptation des territoires littoraux face à ce changement climatique. Qui est important, que l'on peut maintenant toucher du doigt. Et notamment, vous pointez du doigt la place de la nature en ville. Bien sûr. On sait très bien que quand il pleut, toute la nature, toute la végétation a déjà le premier rôle, c'est de capter l'eau de pluie. Tout à fait. Et effectivement, si cette nature peut capter l'eau de pluie, c'est toujours de l'eau de pluie qui arrive en moins dans nos réseaux pluviaux et tout ça. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis pour limiter la chaleur dans les villes aussi. Pour le bien-être. On est sur cette transition et on est sur cette création d'un nouveau modèle de vie face au changement climatique, un nouveau modèle de tourisme, un nouveau modèle de consommation, un nouveau modèle de nos territoires littoraux doit s'adapter. Un peu la transition avec les travaux que je mène au niveau du CNTC, l'érosion côtière, la submersion fait que on doit changer, on doit s'adapter. Merci beaucoup Sophie. Avec plaisir Elisabeth, merci à vous. Au revoir.
Donc là, Thierry, on est juste en face, à côté d'un bassin de rétention. Alors, c'est un bassin de rétention qui théoriquement est là pour quand il y a des surplus d'eau usée qui peuvent pas être traités tout de suite. Elles sont retenues là, c'est quelque chose qui est étanche et on y met le surplus et puis c'est retraité au fur et à mesure. Ce qui s'est passé justement précédemment, c'est que le bassin s'est rempli totalement et a débordé. Sur celui-là, je dirais c'est pire, ce qui a été constaté qu'un débordement. Le débordement, il a été constaté sur une installation qui est tout à fait similaire à celle-là, qui est à quelques kilomètres, à Lanton, le fameux bassin de Titoune, qui lui est pourvu d'un déversoir et l'eau s'est écoulée pendant des semaines. Ici, on a été informé, on a constaté des traces de la mise en place carrément d'une pompe. Une pompe a été installée, là il y a la trace à côté, encore. Oui, là effectivement. Pour prendre l'eau, donc des eaux brutes, des eaux qui doivent être traitées avant d'être rejetées dans le milieu naturel, et a été rejetée derrière, là-bas il y en a encore les traces, sachant que l'on est juste à côté d'un ruisseau qui va dans le bassin. Donc finalement l'eau brute a été dans le bassin quasiment directement, quoi. Voilà, ce qui fait que là, ce fait d'avoir en plus installé une pompe pour se livrer à ce délestage d'eau brute dans le milieu naturel est vraiment un fait grave qui a qualifié les faits. Et aujourd'hui, nous sommes en présence d'une enquête judiciaire qui est en cours. Pour donner l'importance des faits. Donc on doit quand même se doit de rappeler que c'est un bassin qui a été mis en place par le SIBA, qui est le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, et dont la vocation première a été et toujours d'ailleurs, de s'occuper de l'assainissement collectif du bassin d'Arcachon. Oui, effectivement, ce bassin est plutôt, on va dire, un bon ouvrage, dans le sens où il permet, lorsqu'il y a un problème, soit une avarie ou une maintenance programmée sur le réseau d'assainissement, de se mettre à stocker les eaux, le temps d'effectuer des travaux, et ensuite de pouvoir les reprendre et qu'elles suivent leur traitement normal. Donc, l'infrastructure par elle-même n'a pas à être critiquée, au contraire, c'est plutôt vertueux d'avoir ces éléments de gestion des eaux. Ce qui est absolument condamnable, c'est d'avoir pris les eaux qui étaient à l'intérieur pour les balancer dans la nature à côté. Tout à fait, entraînant de ce fait une pollution du milieu naturel. Et ce qui est quand même... Les conséquences, on les connaît. Hein. Cette manœuvre délétère s'est produite pendant une période d'épidémie de gastro-entérite, et le milieu naturel, donc le bassin d'Arcachon, et tous les coquillages qui s'y trouvent, y compris les huîtres, se sont retrouvés contaminés par le norovirus. Donc ça mettait quand même à la fois la qualité de l'eau du bassin en danger, les mollusques du bassin bien sûr, tous les animaux, et aussi un danger pour les humains qui consommeraient ces coquillages. C'est un acte, on va dire, de pollution délibérée qui a une chaîne de conséquences sur laquelle rien n'est acceptable. Et en l'occurrence, la fâcheuse actualité nous pousse à agir, à accomplir notre mission, on peut dire, de lanceur d'alerte. Voilà. Et si on avait un souhait à émettre, c'est que finalement, un jour, l'association n'ait plus besoin d'exister parce que tout serait parfait dans un monde parfait et il n'y aurait plus de risque, aucun risque de pollution de l'eau de notre cher bassin. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Chaîne indépendante de la Côte d'Argent, nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val de l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités ou avoir accès à des images inédites, abonnez-vous à notre chaîne à partir de 1,99€ par mois. Atlantique TV, vous abonner, c'est aussi soutenir un média local 100% indépendant.